les nouvelles stratégies de la presse en ouverture de cette journée de la presse au futur. Je suis très heureux d'accueillir, si j'ose dire, puisque nous sommes dans les locaux du Figaro, et donc d'accueillir Bertrand Gier. Bonjour Xavier. Tu dois être directeur du pôle News. Du pôle News, absolument. C'est ça. Oui. Et l'homme à la casquette. Le jour où je vais l'enlever, putain. Garde-la. Ça a fait un choc. Franck Hanès, le fondateur, patron de SoFoot. Ouais. Et de Sopress. Et de Sopress en règle générale. Voilà. On se dit que ces deux univers qui sont totalement opposés en termes de périodicité, d'intérêt, de type de groupe, mais tous les deux, vous faites effectivement de la diversification. Tous les deux, vous avez des enjeux monétaires, parce que tous les deux, vous avez une année qui finit par un bilan, et puis en bas de bilan, il y a du bleu ou il y a du rouge. Et tout l'enjeu, il est là. On va parler de ça, justement, des stratégies de monétisation. Ce que je veux bien un tout petit peu, c'est que vous vous présentiez. Vous êtes très connu, mais ça sera bien de le faire. Allez, Bertrand. Bon, je commence parce que passer après Franck, c'est un petit peu plus compliqué en termes de présentation, parce qu'effectivement, lui, tout le monde le connaît. Merci de m'accueillir, Xavier. Donc, je dirige maintenant depuis une douzaine d'années au Figaro les activités numériques, d'abord, parce que je suis arrivé ici au moment où le Figaro a changé de main et donc a changé d'actionnaire pour structurer, relancer, coordonner l'activité numérique. Très importante dans le cadre des développements de la presse, on va y parler. Et à force de réorganiser, d'essayer de changer un peu l'organisation, la façon dont on travaille dans ce groupe, évidemment, de plus en plus, on a mutualisé les forces éditoriales. Donc, on a mutualisé ceux qui venaient du print et ceux qui venaient du web. Et donc, logiquement, il y a 3 ans, je crois, on a fini par fusionner complètement l'ensemble des activités, l'ensemble des statuts, l'ensemble des ressources au sein d'un seul pôle qu'on appelle le pôle News et donc qui gère bien sûr le Figaro.fr toujours, également le quotidien et puis le Figaro Magazine. Voilà, et donc on va dire avec un rôle de publisher. Tu touches pas aux madames, si j'ose. Voilà, il est juste à côté de madame, mais en fait c'est des passerelles permanentes puisque notamment sur le pack du week-end qui est très important. Voilà, donc on touche un peu aux madame parce qu'on s'occupe également du site web et puis parce que voilà, c'est une petite équipe. Alors Franck. Et donc moi je dirige Sopress. Que tu as créé. Que j'ai créé il y a quasiment une vingtaine d'années maintenant, qui est un petit groupe média. On a une dizaine de magazines avec des périodicités plus ou moins baroques, et puis des sociétés de production. On produit des pubs, des films, des documentaires. On produit des disques aussi, on produit des podcasts. Combien vous êtes ? On est 120 permanents. Ah oui. Et après plein de... Combien de cartes de presse ? Je dirais la moitié, peut-être un peu moins. Ah ouais, pas mal. Un peu moins. Avec une grande mobilité chez vous, en fait. Oui, on peut passer de directeur financier à rédacteur en chef de SoFoot, par exemple. C'est bien. Donc il y a une certaine mobilité possible. On n'a pas encore vu ça au Figaro, je pense. Pas pour le moment, ça va mais peut-être venir. On est ouvert. Bon. Voilà, merci. Alors, pour comparer non plus les deux bonhommes, mais les deux entreprises, le Figaro aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, poids entre le print et le digital. Ça va être colossal. Entre le print et le digital, entre la pub et le contenu, entre le contenu et les services, parce que vous êtes vraiment un groupe qui est assez étonnant à ce niveau-là. Même unique, à mon avis. Alors, beaucoup de questions, donc... oui, mais la synthèse sera bonne. Pas mal de réponses, et en termes de synthèse, oui, c'est un groupe qui a beaucoup évolué, qui a essayé de se diversifier, d'aller au-delà de ses activités traditionnelles, puisque là aussi, on va sûrement discuter, mais on se rend compte que pour continuer à être un média, en tout cas un média écrit, parfois il faut faire autre chose que de l'écrit. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc pour donner quelques chiffres, on va dire sur une année où il n'y a pas de Covid, en général, le chiffre d'affaires du groupe Figaro se situe entre 520, 530 millions d'euros, 540. Ces dernières années, donc encore une fois je fais exception de l'année 2020, mais il y a toujours une rentabilité.
avec un résultat qui est entre 30 et 40 millions d'euros chaque année. C'est très important puisque c'est une forme de liberté et puis c'est aussi ce qui nous permet de réinvestir, de faire des acquisitions, de se transformer parce qu'évidemment, on a une petite idée de ce qu'il faut faire mais ça demande des moyens. Donc c'est très important de s'auto-financer. Et à l'intérieur donc, de ce grand tout, les activités liées au print maintenant pèsent à peu près 50% en termes de chiffre d'affaires. C'est la moitié, non, mais ça reste quand même assez important. Hein. Il y a un groupe qui reste très tourné vers le print, hein, avec le Figaro, mais également le particulier, TV Mag, etc. On pourra en reparler. À peu près 50% donc du chiffre d'affaires qui est réalisé sur le print, le reste étant les services, les petites annonces, le numérique. Et si cette fois-ci on s'intéresse à la marque Figaro, c'est-à-dire Figaro.fr, Figaro quotidien, magazine, etc. Là, le print reste encore très élevé, le poids du print, en termes de chiffre d'affaires. On parlera peut-être résultats plus tard, mais c'est à peu près 70% du chiffre d'affaires de la marque Figaro qui est encore fait sur le print. Absolument. Et ce chiffre d'affaires, toujours en parlant de la marque Figaro, il se fait majoritairement encore sur la diffusion, à peu près 60%. Donc toujours ce double modèle entre la diffusion et puis la monétisation à travers la publicité de l'ordre de 40%. Voilà, donc moitié print, moitié autre chose au niveau du groupe, 70% print pour la marque Figaro et 60% diffusion, 40% publicité. Et pour finir sur les activités numériques, c'est à peu près donc 50% du chiffre d'affaires du groupe, parce qu'il y a du numérique au sein du Figaro, puis du numérique partout ailleurs. Il y a du service aussi. Voilà, donc le chiffre d'affaires, c'est à peu près sur l'ensemble du groupe, c'est à peu près la moitié qui est directement fait sur le numérique, et c'est peut-être 3/4 du résultat. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que cette croissance, on est allé la chercher sur le numérique. 3/4 du résultat. Voilà, absolument. D'accord. C'est marrant parce qu'en vrai, nous, on est beaucoup plus petits, forcément, mais en structure, pas si différent en structure, en tout cas, de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que nous, en gros, ça fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près, Sopress. Pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est même pas le résultat du Figaro. Oui, attends. mais attends, les quotidiens sont à ce niveau-là. L'autre jour, j'étais surpris de voir le chiffre d'affaires de groupes comme Prisma & Co. C'est pas à ce niveau-là du tout. Ah oui, ça a été à une époque. J'imagine, ouais. La presse magazine, maintenant, elle n'est plus du tout à ce niveau-là. Donc nous, 20 millions, c'est à peu près 20 millions. Et sur les 20 millions, il y a 10 millions qui sont faits par l'activité presse, média. Et 10 millions, à peu près, un peu moins, enfin, c'est plutôt 12 et 8 millions qui sont faits par l'activité production publicitaire, en gros. Et sur la partie presse-média, 70% est fait par le print et le reste par le digital. Aujourd'hui. Donc c'est un peu c'est ça qui est intéressant en fait, c'est qu'on se rend compte que c'est des échelles différentes, mais par contre en termes de pourcentage, on est à peu près dans le même genre de répartition. Et nous, la pub au sein des magazines, alors, si on enlève la partie digitale qui ne vit que de la pub, parce que nous on n'a pas de site payant, donc c'est que des sites qui vivent de la pub. Donc typiquement le chiffre d'affaires de SoFoot.com qui doit être d'1 million d'euros, c'est 1 million d'euros de pub, forcément. Mais sur la presse, c'est 24 ou 25% du chiffre d'affaires la pub. On est beaucoup sur, en fait, c'est les ventes les abonnements et la vente au kiosque, au numéro, qui nous permet de vivre, en fait. Oui, 70-20, 70-30, effectivement. Après, par contre, le taux de marge, et c'est un peu le même schéma que toi, c'est que la marge, nous, on a fait beaucoup, si on a nos deux jambes, donc la jambe production, on va dire production pub et presse, bah, la marge, elle se fait plutôt là que là. En vidéo, le taux de marge sur la presse, nous, il est de 1,7%. On arrive à quasiment jamais perdre d'argent. Ça peut arriver qu'il y ait une année où on perd de l'argent, les années où il n'y a pas d'euros, pas Coupe du Monde. Maintenant, ça arrive de moins en moins, même les années où il n'y a pas d'euros, pas de Coupe du Monde. On arrive toujours à retomber un peu sur nos pieds. Mais on fait très peu de marge. On est une boîte qui fait très peu de marge en règle générale. En gros, on gagne entre 150 et 1,5 million d'euros par an, jamais plus. C'est une volonté capitalistique parce qu'au fond... Il n'y a pas de dividendes chez nous. On ne distribue pas de dividendes. Donc du coup, on n'a pas ce souci de forcément faire beaucoup de marge. Et donc tout ça repart dans les fonds propres, c'est ça ? Donc tout ça repart. Ouais. Et donc du coup, c'est pas. Et puis on fait de la vieille industrie, c'est-à-dire qu'on produit des disques, on fait des films d'auteur, on fait de la presse. C'est quand même c'est la sidérurgie, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas misé sur les trucs à plus forte valeur ajoutée.
D'accord. Mais par choix, en fait. Donc, pour vous, pour les deux, finalement, le print reste le moteur aujourd'hui. C'est en tout cas la majeure partie de notre activité en termes de poids de business. Et c'est ce qui fait aussi toute la difficulté, c'est que cette activité, elle est plutôt globalement dans le pays on va dire en décroissance, pour tout un tas de raisons. Oui. Et donc, tout l'objectif, toute la subtilité, la finesse, etc., c'est d'arriver en fait à compenser cette baisse régulière de vente au numéro, de publicité, etc. sur le print pour arriver à recréer de la croissance à l'extérieur. Donc à accélérer quelque part plus fort qu'on ne freine sur une autre activité qui reste majoritaire. Mais le print reste le moteur de la marque, tant pour toi que pour lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le Figaro s'il n'y a pas le print? C'est réel? Je pense que le Figaro, je sais pas, je réponds à ta place, mais j'ai l'impression que en tout cas moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que le Figaro en digital est quand même hyper puissant, quoi. Donc même si tu n'as pas le print aujourd'hui, le Figaro a quand même une puissance digitale qui est très forte, quoi. Tu partages? Disons que la marque est très forte. Ce qui guide la marque, c'est l'histoire et c'est le papier. C'est le papier. Aujourd'hui, c'est le quotidien qui rythme aussi cette marque. Voilà. Et ensuite, donc c'est l'ADN qui provient du papier, qui est décliné le week-end. Et ensuite, on va dire tout ce que l'on fait autour du numérique est effectivement, comme Franck le dit, extrêmement puissant, puisque on a 27 millions de lecteurs par mois. Et plus fort en termes d'audience que le papier, mais oui, se nourrit du papier, bien entendu. Si je prends les chiffres ACPM, tu as combien entre le print et le digital? On est à peu près à 27 ou 28 millions de contacts par mois avec la marque. Ouais. Et on va dire, il y en a... Alors après, il y a des zones d'intersection, mais il y en a à peu près 20 millions qui proviennent exclusivement du web. Ouais, c'est colossal. Voilà, donc c'est très important. C'est colossal. C'est très important, oui. Mais après, le rapport, il n'est jamais le même. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que nous, si tu prends SoFoot, par exemple, qui est l'un des médias chez nous, qui est le plus développé au niveau des deux, du numérique et du print, le numérique, on doit avoir 3,5 millions ou 4 millions de visiteurs uniques par mois, ce qui est correct, ce qui est plutôt très bien. Le magazine, on en vend 50 000, 60 000 les bonnes années par mois. Donc ça paraît... Mais la profondeur, le lien que tu crées n'est pas du tout le même, en fait. Donc c'est des médias qui sont hyper complémentaires. Et par ailleurs, les business models ne sont pas aussi catégoriques qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire que, typiquement, sur le magazine papier, c'est assez facile à rentabiliser. Ça a été beaucoup plus long à rentabiliser sur le digital. On a mis 9 ans à être à l'équilibre en digital. On a mis 1 mois à être à l'équilibre en papier. C'est extraordinaire ce que tu viens de dire, parce que je pense que le marché ne partage pas ça. De dire que tu rentabilises extrêmement rapidement en print. Le print, l'avantage, c'est que tu as une économie qui est hyper simple. C'est vraiment de la boutique. Tu es de l'épicier. Hein. Tu as un canard, tu as quelques personnes qui mettent de la pub dedans, mais nous, c'est pas forcément... Enfin, c'est très important, et en plus, on a une super régie qui bosse hyper bien et tout, etc. Mais on n'est pas des canards à grosse pagination publicitaire, parce que c'est pas notre ADN. Parce que tu n'as pas un volume d'audience colossal. Et parce qu'on n'a pas une audience colossale non plus, et parce qu'en plus, on n'a jamais joué le jeu des pages produits, etc., etc. C'est-à-dire que ça a été toujours des canards avec une exigence éditoriale qui faisait qu'il y avait une flexibilité au marché publicitaire qui était relative. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a fallu avoir notre propre régie pub, parce qu'ils sont plus à même de comprendre ce qu'on fait et de le défendre, et donc du coup d'éduquer aussi les annonceurs et de leur expliquer en quoi c'est intéressant de venir chez nous et selon quels critères et quelles formalités. À partir du moment où on a ça, après les gens achètent. C'est la grande différence. Nous, on n'a pas de site payant. Donc le Figaro, c'est un peu différent, mais personne ne paye pour ce qu'on produit sur le digital. Donc du coup, on n'a que la pub. C'est un choix, ouais. C'est un choix historique. Ce qui ne veut pas dire que demain, on ne fera pas des sites qui seront payants. Mais pour les médias qu'on a aujourd'hui en digital, il n'y a pas un grand intérêt à être payant.
Oui, alors que quand on est sur l'actualité... Quand on est sur l'actualité, le rapport il est complètement différent. Je pense que toi, tu es... Oui. C'est vrai que dans ce qu'évoque Franck, il y a une différence très importante, c'est la périodicité. C'est sûr que le modèle sur un mensuel, par exemple, avec les coûts qui sont associés, à thématique, sont assez différents du modèle d'un quotidien ou d'un magazine où il y a des coûts, des charges de structure qui sont extrêmement lourds, des charges fixes, que ce soit sur les rédactions, sur les circuits d'impression, de distribution, le portage, etc., où il faut vraiment vendre beaucoup pour pouvoir arriver à un point d'équilibre important. Donc il y a différence sur la périodicité. Après, sur l'abonnement, évidemment, enfin en tout cas pour nous, il est fondamental de pouvoir développer les abonnements numériques. C'est le pilier stratégique numéro 1 et c'est l'objectif numéro 1 de cette maison, bien évidemment. De tous les quotidiens, je pense. Alors, c'est vraiment j'ai l'impression que c'est le levier très fort chez, alors pourquoi chez le quotidien. Pourquoi Parce que du coup, on peut te retourner la question à toi aussi. Après. Pourquoi tu le fais pas? On le fait. Ça croît comme ça, mais ça croît moins vite. Si on fait un peu le bilan de ce déploiement sur Internet, quand on est un média, il y a un double pari. Il y a le pari de faire de l'audience. D'une part, on fait des contenus en pariant qu'ils vont faire de l'audience, qu'ils vont intéresser les gens. Et puis, le deuxième pari, c'est est-ce que je vais arriver à monétiser cette audience à travers la vente, à travers la publicité, à travers des services, de l'e-commerce, etc. Sur le numérique, puisque évidemment on a eu d'autres choix comme groupe de presse que s'engouffrer sur le numérique. Notre objectif assez tôt, ça a été d'être le premier site en audience. Et il y a eu un bouleversement au départ de modèle. L'information est devenue gratuite. Ce que l'on vendait depuis... le Figaro fête ses 195 ans cette semaine, donc on va se projeter 10 ans en arrière. Ce que l'on vendait depuis 180 ou 185 ans, c'est devenu gratuit. On s'est mis à la trouver partout. L'information était partout. Tout le monde était devenu source d'information. Tout le monde était devenu média, les blogs, les FAI, Yahoo, Orange, etc. Donc l'information, quelque part, était gratuite. On s'est dit, on ne va pas changer le cours des choses pour le moment, donc on va se mettre à faire de l'information gratuite, on va la financer par la publicité. On va faire comme tout le monde. On va embrasser ce changement. Donc on s'est mis à faire ça. On a transformé, mais très radicalement, très profondément, même si ça ne se voit pas, la façon de travailler, de produire. On est devenu un média en temps réel, 24/7, etc. Bon, bref, comme beaucoup de gens. Et ça a plutôt bien fonctionné. On a même été extrêmement surpris par la puissance des audiences qu'on s'est mis à générer, puisque très vite, on a atteint 8, 10, 15 millions, 20 millions de lecteurs par mois. Là, les dernières audiences qui sont disponibles, c'est celle du mois de novembre. Le Figaro.fr, c'est 27 millions de visiteurs uniques. C'est le 8e site français. C'est le premier site d'info, mais c'est le 8e site français, toutes catégories confondues. Devant, il y a tous les GAFA et Wikipédia. Et après, il y a le Figaro. Donc, on enlève les GAFA, Instagram, Google. On enlève Wikipédia, qui est une catégorie à part. Et le site le plus visité en France, c'est Figaro.fr. Donc, l'audience, elle est là. Pari numéro 1, gagner au-delà de ce qu'on imaginait. Pari numéro 2, comment est-ce qu'on la monétise ? Longtemps, on a pensé que ce modèle d'audience reposerait sur la publicité. Et là, on s'est lourdement trompé. On s'est trompé quelque part 2 fois. On s'est trompé une première fois en n'ayant pas imaginé qu'on aurait autant d'audience. Moi, jamais j'avais théorisé les 20-25 millions de visiteurs uniques. Et jamais on avait pensé que, que cette audience serait aussi compliquée à monétiser à travers la publicité. Donc pourquoi ? On en discutait tout à l'heure, notamment parce qu'il y a une proéminence des GAFA qui captent, qui ont mis la main sur ce qui est devenu le premier marché publicitaire en France, c'est-à-dire le digital. Il y a bien eu ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire que le digital est devenu le premier marché publicitaire, ça a bien été fait, au passage au détriment de la presse, qui quelque part perd des deux côtés, puisque les annonceurs ont massivement puisé dans les budgets presse pour dépenser sur le numérique. Et sur le numérique, qu'est-ce qui se passe ? Alors, parce qu'ils sont bons, parce qu'on n'est pas bon, j'en sais rien, 80-85% de la pub est captée par le duopole Google-Facebook. Donc, les autres n'existent pas. Voilà, on est sorti, quand je dis on, c'est tous les autres, c'est gros, on est sorti de ce marché. Donc, voilà, devant l'impossibilité de générer des revenus avec ces audiences qui sont massives à travers la publicité, ou en tout cas pas suffisamment. On a du mal à faire payer l'annonceur. Bon, on le fait, et on ne pourrait pas s'en passer. Oui. Donc, c'est pas suffisant. Donc, c'est pas suffisant. Donc, on fait payer, on essaye de faire payer le lecteur. Et puis de se diversifier, c'est le 3e volet. Oui. On en parlera tout à l'heure avec des services de l'e-commerce. Mais donc, on fait payer un peu l'annonceur, et puis ensuite le lecteur, et on n'a pas d'autre choix
Donc, on est parti du payant, on s'est jeté massivement dans le gratuit. Et puis vous êtes revenu au payant. On est revenu et on revient au payant. Mais ce qui est, je pense, le cas quand tu atteins un certain seuil critique. Oui. Nous, avec SoFoot.com, le coût de production du site peut encore être financé par les annonceurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on est à un niveau, quand tu fais un site qui est un site thématique, donc on n'est que sur le foot, avec une rédaction qui est à taille très raisonnable, et que tu arrives à générer 1 million, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires liés à la pub, tu tiens en fait. Si j'avais besoin de générer 4 ou 5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour financer la production en pub numérique, je pense qu'on n'y arriverait pas. Enfin, je suis même sûr qu'on n'y arriverait pas. Et là, tu sais l'évaluer ? Non. Après, je pense que c'est ça, c'est au-delà de 2,5 quoi. Au-delà de 2,5, j'ai l'impression que ça devient quand même compliqué quelle que soit ton audience. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là aujourd'hui, quand notre audience croît, les revenus croient. Mais il y a un moment donné où ça s'arrête. Il y a un plafond de verre en fait. C'est-à-dire que tu peux plus. Tu auras une asymptote, oui. Voilà, tu peux pas aller au-delà d'un certain niveau. Alors est-ce qu'il est à 2,5 millions, est-ce qu'il est à 3 millions ? Nous concernant, je ne parle pas en général. Je ne sais pas. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'on sera obligé de faire ce virage et de dire, ok, le contenu de SoFoot.com deviendra payant. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas. Ce qui est assez amusant chez eux, c'est la preuve vivante qu'on peut passer du gratuit au payant. En termes de contenu. C'est-à-dire que tu as on est passé du payant, du 100% payant à beaucoup de gratuit, puisque sur le web, en 2008-2010, on donnait même, entre guillemets, les articles qui étaient dans le quotidien. Ça, ce qui était quand même maintenant quand on belle erreur. Oui, quand on y réfléchit. Sans doute, mais cela dit, ça n'a pas. Le PDF était disponible à une époque gratuitement sur le site et les gens vous n'avez pas tué le journal avec ça. Il y en a d'autres. Manifestement, il y en a d'autres qui l'ont moins bien vécu. Il y en a d'autres qui l'ont moins bien vécu, mais assez vite. On a arrêté quand même. On a créé des services et des contenus payants, mais c'est seulement depuis, on va dire, 3 ans qu'on met vraiment l'axe sur le recrutement d'abonnés numériques qui sont vraiment essentiels et qui seront sans doute, à moins qu'il y ait d'autres bouleversements, notre salut. Et des abonnés numériques qui sont à la fois abonnés numériques à la fois au contenu du site et à la fois au contenu du quotidien du journal. Oui, parce que oui, alors à peu près. C'est là-dessus où tu as un levier aussi. On produit ici à peu près 400 à 450 contenus par jour qu'on met en ligne. Dans un quotidien, il y a à peu près 85 articles. L'intégralité de ce qui est dans le quotidien, ou presque, est côté payant. Et là-dessus, on rajoute, entre guillemets, des contenus qui sont produits, qu'on appelle pure premium, avec cet affreux mot, mais qui sont exclusivement en payant et diffusés sur le web, avec, on va dire qu'on a peut-être 40% de nos contenus maintenant. Tu vois, qui sont liés à l'actu, c'est pure premium, ou c'est un petit peu différent? Alors, il y a de tout. C'est une extension. Il y a de tout. Aujourd'hui, l'actu factuelle, c'est très difficile de la monétiser. Le fait alors pour reprendre la logique footballistique, le fait que Metz ait gagné 1-0 à Lyon... personne ne va payer pour ça. Voilà, elle est partout, cette info, on l'a sur nos mobiles, etc. C'est impossible de la faire payer. Par contre, donner de l'analyse autour de l'information, donner un angle, expliquer, rendre compte, donner une perspective, mettre de la valeur ajoutée, expliquer pourquoi Mbappé ne marche pas. Pourquoi, oui, ou quelles sont les conséquences, quelles sont les analyses, etc. Ça a beaucoup de valeur. Donc c'est pour ça que on fait la différence et le distinguo entre ce qu'est l'information factuelle, pure. Mais ces commentaires-là, ils commencent à être galvaudés partout et tu peux les trouver en gratuit. Non, t'as commentaire et commentaire. J'ai vu exprès, oui. Parce que il y a la partie commentaire qui effectivement est devenue la marotte, notamment des chaînes d'infos, etc., que t'as partout. Mais t'as la profondeur de champ derrière, c'est-à-dire même le reportage et même la façon dont tu vas traiter l'actu même. En fait, c'est-à-dire que t'as le fait qui effectivement est disponible partout. Mais après, tu as le récit autour du fait qui, pour le coup, n'est pas disponible partout. Et c'est là où je trouve que les quotidiens ont un coup qui est intéressant à jouer et qui joue d'ailleurs, et qui fait que tu peux t'abonner au Figaro, au Monde ou je ne sais quoi. C'est que tu as autre chose que juste l'AFP, quoi. Tu vois, et sans mépris pour l'AFP, ce qui est hyper utile, mais ce que tout le monde peut avoir et peut avoir gratuitement. Là, tout à coup, tu peux avoir du reportage, des grands entretiens et de l'analyse. Mais l'analyse, c'est pas juste un billet éditorial. Ce qu'il y a sur les chaînes d'infos et compagnie, c'est juste un billet éditorial de gens. C'est du commentaire autour. C'est du commentaire qui, en vrai, a très peu d'intérêt.
Si toi, tu le publies, ça n'a aucune valeur. Ça ne vaut rien. Ouais, ça vaut rien. Non, Ça, c'est des avis. Intéressant. Tout simplement pourquoi ? Parce que personne n'ouvre un magazine pour lire un édito aujourd'hui. Ça revient à ça. Même le point avec Gisbert. Personne. Enfin, moi, en tout cas, pas moi en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça ne m'intéresse pas. Lire l'avis de Gisbert, ça n'a pas plus d'intérêt pour moi que l'avis de mon voisin. C'est pareil, en fait. Et aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, de tout le monde donne son avis, l'avis du spécialiste est vite d'évaluer. Et surtout, le spécialiste, bon... On l'a vu un peu avec le Covid, d'ailleurs. Il est spécialiste de quoi exactement ? Il ne fait pas beaucoup de terrain, souvent. Donc, il est spécialiste de ce qui veut bien être spécialiste. Spécialiste le matin, il est spécialiste de sciences, et l'après-midi, il est spécialiste de politique, et le soir, il est spécialiste de football. Mais cet avis-là, il a peu d'intérêt. Et si les chaînes qui diffusent l'info en continu étaient payantes... D'accord. Bon, le fait que le Figaro arrive à remonétiser des contenus, est-ce que finalement, c'est pas la preuve que le moteur de tout ça, c'est le contenu de toute façon, et la qualité du contenu? C'est l'exigence, la richesse du contenu. Oui, ce que tu as l'exigence éditoriale. C'est ce qui relie notamment SoFoot et le Figaro, qui sont un peu aux deux extrêmes, notamment en termes d'ancienneté. C'est la qualité du contenu. C'est l'angle, c'est le sérieux, c'est la marque, c'est la créativité, c'est le travail du journaliste. Et ça, c'est ça qui a de la valeur. C'est ce qui nous reste quand on a enlevé quelque part tout le reste. Et alors, c'est très intéressant de voir, notamment avec le numérique, avec les abonnés numériques, un des premiers leviers de recrutement sont les articles en eux-mêmes. Voilà, on peut faire des campagnes de publicité pour dire « abonne-toi au Figaro ». On peut faire clignoter des trucs sur le site en disant « abonnement, c'est par ici », etc. Mais le fait est que la monétisation vient du contenu. On a un paywall et donc il y a quasiment 50% de nos articles où il faut être abonné pour lire la fin. On peut lire les 20 premiers pourcents. Et donc, ça, c'est quasiment plus de la moitié de nos recrutements. Donc, en 2020, on a recruté plus de 100 000 nouveaux abonnés sur le numérique exclusivement. Et plus de la moitié de ces recrutements se sont faits à travers la transformation de l'article, c'est-à-dire des gens qui disent « Ah là, j'ai vraiment envie d'avoir la suite de l'histoire et donc je clique, je m'abonne, etc. » Donc ça, c'est très intéressant, ça confirme la proéminence du contenu. Et ensuite, ça nous permet de savoir quels sont ceux qui, entre guillemets, génèrent le plus d'envie ou de frustration, etc. Et là, on retrouve plusieurs catégories. Il y a les idées, on en parlait tout à l'heure, notamment les célèbres pages, débats opinions, les avis d'experts, mais des vrais, cette fois-ci, qui travaillent des textes longtemps, qui réfléchissent pages, là, et qui viennent livrer, voilà, historiquement, traditionnellement, c'est vraiment des pages qui sont assez fortes. Et donc ces avis, ces analyses, qui sont très pointues et très fortes, elles génèrent quand même pas mal d'abonnés. Et d'autres catégories, c'est aussi également autour des services. Il faut apporter quelque chose au lecteur. Et donc, des pages un peu plus bien-être, psycho, sociétal, l'éducation de ses enfants, comment faire réussir. Et puis, la santé, bien entendu. Et puis, évidemment, le patrimoine. Bien entendu, quelles sont les 10 villes. Votre ADN, Voilà, puis c'est en phase avec le lectorat. Quelles sont les 10 villes dans lesquelles il faut investir au niveau de l'immobilier? Quelles sont les 10 villes où il faut? Quelles sont les etc. Ça fonctionne bien parce qu'il y a une valeur ajoutée qui est apportée. Mais globalement, c'est ça l'enseignement, c'est que si tu apportes une vraie plus-value, les gens sont prêts à payer en fait. Si en gros, ils ont l'impression de lire la même chose que ce qu'ils lisent partout, ce qu'ils ont partout gratuitement. Alors pourquoi, docteur, le deuxième tome de Xavier Dupont de Ligonnès de l'enquête, vous ne l'avez pas mis en payant sur Internet? Parce qu'il était en payant en physique. Moi, j'ai envie de faire vivre les marchands de presse. C'est une bonne réponse. Non, mais c'est hyper important. Nous par exemple, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est un cas d'école en termes de petites stratégies à notre niveau. Mais on aurait pu foutre tout en digital et faire tout payer en digital et pas s'emmerder, ça nous coûtait beaucoup moins cher en vrai. Ça aurait pu être un levier ça aurait pu être un levier pour demain, etc. Sauf que nous, on a fait un choix qui a été de se dire, c'est l'occasion de tisser un lien hyper fort avec le terrain, avec les marchands de presse, qui sont sur le terrain et qui tout à coup, pour une partie d'entre eux, vont se dire, bordel, Society, j'en vends des caisses. Ouais. Et si on est bien collé à eux et si on est dans le bon timing avec eux, on peut créer quelque chose qui servira demain. Et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai mis mon numéro sur Twitter. Tout le monde disait, t'es taré, tu mets ton numéro sur Twitter.
en disant mais j'étais pas taré. Effectivement, j'avais 200 SMS par jour avec des marchands de presse, mais on a noué une relation qu'on n'aurait jamais pu nouer autrement. Parce que pour le coup, les messageries ne sont pas encore structurées pour permettre de créer ces liens-là entre éditeurs et marchands de presse. Or, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est quand même des gens qui vendent nos canards et nous, on les produit. Si nous, on arrête de produire des canards, eux, ils n'ont plus rien à bouffer. Si eux, ils arrêtent de vendre nos canards, nous, on n'a plus rien à bouffer. Donc à un moment donné, c'est hyper logique qu'on travaille ensemble, en fait. Et le circuit, souvent, il paraît très long, très distendu. Et il y a une espèce de rapport de force qui s'est instauré, qui est que l'éditeur impose aux marchands de presse ceci, cela, etc., etc., qui est en fait bête. Si les deux travaillent main dans la main, ce qu'on a essayé de faire là pendant quelques mois cet été et qu'on fait depuis, mais c'est bénéfique pour tout le monde. Et là, aujourd'hui, et on l'a refait encore avec le numéro Maradona de SoFoot qui a cartonné aussi. Et ça a été pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, les mecs, ils m'envoient des SMS, ils me disent « Ouais, Franck, je suis à Pétaouchnok, il m'en faut 35, hop !» J'appelle direct la diffusion, j'appelle direct la diffusion, je dis le Nîmes, ce Nîmes-là, il lui en faut 35 au prochain CMV, enfin au prochain complément de mise en vente, et il faut être à même de les servir le plus possible. C'est qui ta messagerie là ? MLP. D'accord. Et c'est hyper important, et tu noues une relation avec eux qui fait qu'à un moment donné, ils deviennent ce qu'ils sont censés être au départ, et ce qu'on est tous censés être, c'est-à-dire on travaille ensemble en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vendent Society ou ils vendent SoFoot, parce qu'ils ont l'impression de travailler pour Society ou pour SoFoot. Et quelque part, on travaille ensemble. Moi, je travaille pour eux, ils travaillent pour moi. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais c'est effectivement un cas exemplaire, non seulement pour vous, SoFoot, mais je trouve pour l'ensemble de la presse. À titre personnel, moi j'ai trouvé que c'était formidable. Je me suis plongé comme tout le monde. On s'est battu pour récupérer les exemplaires pour pouvoir les lire. Donc voilà, c'était un contenu de grande qualité. Après, au niveau de nos métiers et de la filière, je trouvais que c'était un exemple formidable. Et nous, on est ravis, évidemment, de voir qu'il y a des coups qu'on peut faire en presse, que la qualité, l'enquête, etc. sont des valeurs et que ça fonctionne. Et je ne sais plus combien, 400 000, c'est ça ? 400 000. 400 000 ? À peu près 400 000. Et c'est intéressant. Hein. Et d'ailleurs, juste une petite précision. Donc on a, nous, une offre week-end qui est très forte, basée sur le Figaro Magazine, qui est pas loin, alors qui est plus à 400 000 exemplaires par semaine, mais qui l'a été longtemps, un peu plus de 300. Et une des satisfactions de l'année 2020, puisqu'il y en a eu quand même, c'est que depuis peut-être le mois de mai-juin, on a des ventes qui sont légèrement à la hausse sur le Figaro Magazine. Donc entre guillemets, c'est faisable. Ça, c'est une question que je vais te poser. Tu as haussé ton niveau moyen de diffusion depuis ou pas ? Bah oui. De beaucoup ? 30%. Sur les exemplaires stable ? suivants. Sur les exemplaires suivants, ouais. Ouais, la stable, ça continue à rester haut, quoi. Enfin, haut, par rapport à ce qu'on était avant. Première question. Deuxième question, est-ce que les autres titres du groupe, SoFoot, SoPresse, quelque chose, ont bénéficié ? Non, enfin, je pense pas. Après, c'est difficile à mesurer. En exposition, je pense que si. En exposition, sans doute. Après, c'est très indirect. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, SoFoot bénéficie beaucoup, là, du numéro Maradona. Oui. En fait, surtout, ce que ça a facilité pour nous, c'est même en interne, ce changement, qui n'est pas vraiment une révolution chez nous, parce que ça a toujours été très présent, mais qui est quand même de dire que la presse est devenue un média événementiel, en tout cas notre type de presse, c'est-à-dire la presse hors quotidien, parce que les quotidiens, c'est quelque chose à part. C'est un cas vraiment à part. Enfin, c'est une presse forcément à part. Tu ne peux pas comparer un quotidien et un mensuel. Ça n'a rien à voir à tous les niveaux. Tu ne peux pas comparer même une information qui ne dépend pas de toi, qui est liée à l'actualité, d'une information que tu fabriques et qui est liée à une thématique. Voilà. Oui. Même si les quotidiens ne sont pas que des relais d'informations subies, hein, heureusement. Mais tu peux être vécu sans être subi. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi, même dans un quotidien, des fois, dicter ce qui va être. D'ailleurs, les couvertures, les unes du Figaro ne sont pas les mêmes que les unes du Monde, qui ne sont pas les mêmes que les unes de Libé, qui ne sont pas les mêmes que les unes de la Croix. Donc en Allemagne, notamment, je crois chez Bild à l'époque, le plus grand quotidien européen, où il me disait qu'à 10 ou 11 heures du matin, il avait bouclé sa une pour le lendemain, parce qu'il expliquait qu'il faisait l'actualité. C'était lui qui choisissait de quoi est-ce qu'on va parler dans le pays demain. Et surtout quand tu es en presse papier,
où là, tu peux pas être forcément... le rebond sur l'actualité très chaude est quand même plus compliqué, puisqu'il y a quand même un temps d'impression, etc., etc. Donc, tu es obligé quand même, à un moment donné, d'avoir une éditoriale qui te dit « je vais dicter ce que moi, je pense être l'actu ». Et même si, effectivement, ton matériau de base est peut-être commun à tous les autres, tu as quand même une façon de le traiter qui est différente. Nous, effectivement, en plus, en presse plus distendue, quinzomadaire, mensuelle, c'est encore... c'est ça fois 100, quoi. C'est-à-dire que nous, on n'est vraiment pas du tout otage de l'actualité. Pour le coup, on peut raconter ce qu'on veut, quoi. Et se dire qu'on peut et on doit être toujours dans une logique de faire l'événement, d'une manière ou d'une autre. Tu vois, la dernière couve qu'on a faite de Society, qui est une fausse affiche de film, Pandémie saison 2, enfin une fausse affiche de série même, Pandémie saison 2, machin, eh ben, elle a fait son travail d'événement. Il y a je ne sais combien de tweets, de retweets, de machins, de trucs, etc. Elle circule énormément et je pense qu'on va faire une très bonne vente. Et c'est basé même pas sur le contenu du magazine, finalement. Ça a été basé sur comment on essaie de réfléchir la une pour être dans le tempo de l'époque, pour essayer de sentir un peu la façon dont les gens, pour le coup, nous, on est vachement dans une relation qui est de feeling, de qu'est-ce que c'est l'air du temps, en fait. Et donc, quand tu tapes juste sur l'air du temps, et là, pendant le confinement, on a tapé juste assez souvent sur les couvertures, etc., ça a un impact sur tes ventes qui est, que tu ressens, quoi, qui est vraiment très, très fort. Bon, on vient de parler effectivement pas mal du contenu, je vois que le temps avance. On vient de parler pas mal du contenu qui reste quand même la valeur sûre et le levier numéro 1 de tous vos médias et de tous nos médias. Je voudrais qu'on parle diversification, c'est-à-dire au fond, j'ai une audience qui est ce qu'elle est, qui se réduit en print ou qui se développe en digital. Et l'expansion dans ce domaine-là, elle vient du fait que je peux accroître mon revenu par individu. D'accord ? La diversification, finalement, c'est ça. C'est, bon, on avait un flux hier qui était exclusivement l'abonnement au quotidien papier, Le Figaro, un abonnement à SoPresse, à SoFoot ou à Society. Mais si je connais bien mon lecteur, et grâce à l'eau digital, bien souvent, d'ailleurs, je le connais de mieux en mieux, je peux lui vendre plus de choses. Est-ce que c'est ça la base de la diversification et comment est-ce qu'elle se construit ? Alors, je ne sais pas si c'est la base, mais en tout cas, ça peut être un axe extrêmement important. Et pour faire un peu d'histoire, ça a été le cas historiquement, puisque la presse, traditionnellement, a vécu par le biais des petites annonces. Ce qui faisait Absolument. Le modèle économique flamboyant de la presse, qui du coup a vécu... sans doute grassement, peut-être un petit peu trop pendant des années, et du coup n'a peut-être pas entamé certaines réformes à certains moments, c'était les petites annonces, avec là un double bénéfice. Les annonceurs payaient pour être dans le journal, et les lecteurs payaient pour lire les annonces. Donc voilà, il y avait des revenus qui étaient des deux côtés, et sans parler aux plus jeunes d'entre nous, mais à l'époque le Figaro, l'emploi c'était le lundi, le mardi l'auto, le jeudi l'appartement, etc. Et donc voilà, c'était des dizaines de millions d'euros de marge et qui sont le premier impact du numérique, il est là. C'est que les petites annonces aujourd'hui, donc voilà, donc le groupe Figaro à ce moment-là avait eu la clairvoyance de dire on va créer Cadre Emploi, on va créer Explore Immo, etc. Donc ce qui permet d'avoir conservé une petite partie de revenus, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Donc historiquement, il y avait déjà ce principe qui était de vendre des services autour du contenu. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, un des objectifs quand on produit du contenu, ce que Franck disait tout à l'heure, on fait du contenu écrit, puis ensuite on fait des séries, on filme, on fait un livre après avec l'affaire du pont de Ligonnès, etc. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je peux réussir à monétiser plusieurs fois mon contenu, entre guillemets et il faut trouver un axe, il faut réussir à monétiser plusieurs fois son contenu. La première fois, quelque part, c'est à travers la publicité, on en a parlé. La deuxième fois, est-ce que je peux vendre des abonnements ? Est-ce que je peux vendre ce contenu ? Évidemment. Ensuite, est-ce qu'on peut faire des hors-séries, diversification ? Figaro, on fait une cinquantaine de hors-séries par an. On met du contenu, évidemment, totalement nouveau, mais on réutilise aussi des contenus qui sont déjà parus. Donc ça, quelque part, c'est un troisième axe. Et puis ensuite, c'est de se dire, cette audience... On va dire qu'il y a une audience qui est thématisée, tu le disais, qui est captive sur certains points. Est-ce que
je peux lui vendre des conférences. Est-ce que je peux lui vendre des podcasts, est-ce que je peux lui vendre, etc. Et donc là-dessus, nous, on a créé un certain nombre d'initiatives, notamment autour de l'e-commerce, parce qu'on s'est dit que c'était intéressant. Donc, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on opère une billetterie de tickets de théâtre. De théâtre qui s'appelle Ticketa, qui vend normalement plus d'1 million de billets de théâtre par an. Donc, c'est le théâtre. Vous voyez, on ne vend pas à la limite des places de foot, parce que c'est un peu plus loin peut-être de notre ADN. On revient à la marque. Tout à l'heure, on parlait d'ADN. Et donc, ça, c'est de se dire, puisque quelqu'un vient s'intéresser à la culture, au théâtre, vient lire une critique, à ce moment-là, est-ce qu'on peut lui proposer d'acheter dans des bonnes conditions 1, 2, 3, 4 places de théâtre. Donc ça fonctionne bien. Et puis après, on va un peu plus loin. Effectivement, on peut proposer des voyages. On a une audience qui s'intéresse énormément au voyage, qui a du temps, qui aime la culture, qui aime découvrir, qui aime voyager, qui aime aussi un peu sans doute l'entre-soi. Et donc, qui a une confiance aveugle dans notre capacité à proposer des choses qui sont intéressantes et qui sont bien faites. Donc l'organisation de voyage, par exemple, ça fonctionne bien. Les croisières étaient un exemple. C'est pour ça qu'on a réinvesti également en achetant 2 agences de voyage, qui sont des agences assez importantes, les Maisons du Voyage et Marco Vasco. Alors évidemment, en 2020, ça n'a pas été la meilleure source de revenus pour le groupe, évidemment. Mais au-delà de ça, on est persuadé que ce sont des pistes qui sont intéressantes. D'accord. Et tout ça, ça nous permet... évidemment, de réinvestir, parce que l'objectif, c'est pas qu'on devienne une agence de voyage ou un vendeur de billets de théâtre. Oui, ça, c'est important. Évidemment, c'est le cœur de la marque. La diversification n'est pas une remise en cause de ta mission. Mais non, pas du tout. Au contraire, c'est simplement pour nous aider à continuer à faire ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire, c'est-à-dire produire un maximum de contenus qui sont passionnants, participer à la vie de ce pays. Et puis, aujourd'hui, on a 450 journalistes. On veut continuer à en avoir plus. On veut avoir les meilleurs, on veut être capable de faire travailler les gens, etc., et de leur faire produire du contenu. Donc pour faire ça, c'est sûr qu'il faut... Même logique globale, on va dire, même si en fait nous c'est beaucoup moins développé aussi parce que des fois c'est développé différemment en fait. Nous, historiquement, on est un groupe un peu particulier parce que très vite on a monté des structures de production pour produire non pas des choses qui avaient un lien avec ce qu'on faisait en presse, mais des pubs en l'occurrence, ou aujourd'hui du long métrage. À la limite, les documentaires, c'est ce qui a le plus de liens, mais le reste n'a pas du tout de lien. C'est-à-dire que demain, je vais tourner une pub Bouygues Télécom, aucun lien avec ce qu'on fait en presse de l'autre côté, quoi. Et même aucun vase communicant. C'est né parce que tu avais toi un Parce que moi, je ne suis pas journaliste au départ. Le talent de chacun. Et puis nous, on avait un savoir-faire qui était qu'on savait réaliser des pubs, on savait les produire. Donc du coup, c'est venu assez naturellement. Là, c'est l'offre qui a effectivement changé. Donc du coup, on a toujours avancé avec 2 jambes comme ça, un peu différentes. Et après, là, en ce moment, par exemple, on opère une espèce de croisement entre les deux. Oui. C'est-à-dire qu'on a monté un gros partenariat avec Fédération, qui est une société de production qui fait des séries, des longs métrages, des documentaires, etc. en France et à l'international, qui est une grosse structure indépendante, mais une grosse structure, qui fait aussi bien le Bureau des légendes que Marseille, etc. En fait, on a monté un gros partenariat avec eux, où en fait, à partir des articles de Sopress, donc de tous nos médias, on opère une transformation en documentaire ou en série ou en long métrage. Le développement est cofinancé. Nous, on a fait notre partie du taf en faisant les papiers. Ils financent la partie développement audiovisuel. Et après, on coproduit. Et parfois, on est producteur exécutif. Parfois, on ne l'est pas. Ça dépend des sujets. Et la monétisation, la vente ? La monétisation, c'est par exemple, typiquement, là, on va faire une série. Donc, la première qu'on lance, c'est forcément une série sur Xavier Dupont-Ligonnès. Ouais. Donc là, une série de fiction qu'on lance avec Fédération, avec une branche de Fédération qui s'appelle Chienne Fédération. Et donc, du coup, on est coproducteur, Julien Madon chez Chienne Fédération et moi. Coproducteur délégué, coproducteur exécutif aussi. Donc là, aujourd'hui, par exemple, c'était le premier jour où les scénaristes qui travaillent sur la série commençaient à travailler. Et dans un mois, on va signer un deal, on ne sait pas encore avec qui, enfin on a des petites idées, mais on ne va pas dire encore avec qui. Et cette série prendra vie petit à petit. J'imagine qu'elle sera disponible dans 1 an et demi, 2 ans, on va dire. Donc en fait, la diversification, c'est aussi ce qu'on a envie de faire. C'est aussi ce qu'on a envie de faire. On a la capacité, mais aussi envie. Nous en fait, qu'on sait faire aussi. Voilà, nous,
Nous, notre Construit, richesse, notre richesse, c'est de raconter des histoires. Nous, ce qu'on sait faire, c'est ça. On ne sait pas faire grand-chose d'autre, mais ça, on sait à peu près bien le faire, en tout cas avec une façon de le faire qui est assez identifiée et qui montre quelques résultats malgré tout. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a toujours axé sur, OK, on sait raconter une histoire, maintenant, comment on la raconte? On la raconte. Aujourd'hui, on fait des podcasts. Je crois que cette année, sur 2021, on a prévu en production de podcasts, après 500 podcasts produits par Allsound. 500 podcasts? Ouais. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ah, c'est colossal. On devient une vraie usine à podcasts. Un truc de ouf. C'est dirigé par Marc Achlimi chez nous, qui est un ancien de Nova. Et donc, on a Allsound qui produit des podcasts, souvent à partir de ce qu'on a pu faire en matière première, mais aussi qu'on crée de toutes pièces. Et qu'on crée parce qu'on a des gens pour raconter des histoires. Et on va monétiser ça, les 500 là? Eh bien, on les monétise, ça dépend. Il y en a qui sont monétisés via des annonceurs et il y en a qu'on fait de manière totalement gratuite. Et on verra bien. Et puis on verra bien. Et puis on verra bien. Il n'y a même pas de possibilité de récupérer de l'argent dessus. Il y a des podcasts où on sait qu'on le fait pour la beauté de l'art. Parce qu'on a envie de le faire. Parce qu'on a envie de le faire. Je crois que c'est essentiel. Ils ne sont pas vendus et ils ne sont pas liés à des annonceurs. Donc je ne vois pas comment on pourrait en récupérer de l'argent. Mais voilà, on a une production de podcasts comme ça, on a une production de documentaires qui devient de plus en plus importante aussi. Et c'est pareil, c'est des documentaires qui des fois prennent leur source dans des articles ou des histoires qui ont été racontées au sein de Sopress avant, mais des fois, c'est from scratch, ça vient d'une idée. On a une vingtaine de réalisateurs chez nous qui travaillent chez nous, qui sont des réalisateurs de publicité. On a une soixantaine de journalistes. Ils se croisent toute la journée, donc des fois, ils se disent « Ah tiens, j'ai une histoire, est-ce que ça te dit ?» Hop, et puis ensemble... ils font un documentaire et c'est des documentaires qui sont souvent assez qualitatifs parce qu'il y a une exigence visuelle venant du monde de la publicité qui est assez importante et en même temps une exigence narrative qui est importante aussi, donc ça donne toujours des documentaires assez excitants. Et alors après, s'il y a des chaînes pour les acheter, tant mieux. S'il n'y a pas de chaîne pour les acheter, c'est un peu plus chiant, mais pour l'instant, est-ce que l'envie dans une maison comme Le Figaro, ça existe? Est-ce que l'envie sans rire, est-ce que l'envie d'un journaliste peut être de nature à modifier une extension, une diversification? Comment ça se passe? Je pense que la plupart des gens qui travaillent dans cette maison n'y travailleraient pas s'ils n'avaient pas envie. C'est la base, parce que c'est pas rationnel, forcément, comme démarche. Et se mettre à écrire, à faire du contenu, Tu es employé comme spécialiste de telle et telle chose, mais... C'est quand même de l'envie, c'est de la passion. Tout ce qu'on fait autour, on a envie que cette marque qui a tant d'histoires, qui a traversé tant d'événements, tant de périodes joyeuses, malheureuses, etc., puisse continuer à aller de l'avant, puisse guider. Ouais. Ah oui, c'est fondamental. Alors, on ne va pas tomber dans le fake news, etc., mais on sent bien quand même, il n'y a pas besoin d'être je ne sais pas, quelqu'un d'extrêmement éclairé pour bien voir qu'on a besoin de grandes maisons qui produisent des contenus, on a besoin de guides, on a besoin de repères. Aujourd'hui, tous les contenus se ressemblent parce qu'ils sont lus sur un mobile, ils sont lus à travers les réseaux sociaux, ils ont un titre, une photo, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Donc, encore plus qu'avant. Et malheureusement, c'est aussi un autre paradoxe, c'est que l'information n'a jamais été autant consommée, pas seulement en France, mais on va dire dans le monde. Et il n'y a jamais eu aussi peu de journalistes. Il y a quasiment 50% des journalistes depuis 10 ans qui ont disparu aux États-Unis. Plus de 2000 journaux, sans doute. En France, on n'a pas tout à fait fait le calcul, mais on n'est sans doute pas loin. Et c'est un paradoxe incroyable, alors que l'info est partout. Donc oui, il y a plus que jamais, il y a cette envie. Il y a cette envie, ce besoin, et au contraire. Cette responsabilité. Et cette responsabilité, c'est juste, qu'est-ce qu'on veut que nos enfants, les autres, etc., lisent, retiennent. Si je devais conclure sur la diversification, je dirais, jusqu'où ne pas aller? Comment mesurer la limite de dire, attends, non, excuse-moi, ça c'est pas pour nous? Ça dépend de ton ADN et ça dépend de ton histoire et des gens qui font ton média. Comment tu vas le mesurer? Nous, il y a plein de trucs sur lesquels on ne va pas ou qu'on refuse. Parce qu'on se dit... que tu le sens pas. Oui, parce que ça ne fait pas de sens avec ce qu'on fait, quoi. Tout simplement. Mais de temps en temps, c'est marginal. Tu te poses la question. De temps en temps, tu dis non parce que c'est pas ton territoire. En vrai, tu te poses rarement la question. Ah oui? Ouais, c'est assez... je sais pas, c'est instinctif, quoi. Tu te dis, ouais, ça c'est pour nous, ça non, c'est pas pour nous. Ça se règle en 30 secondes. Vraiment,
très simplement. D'accord. C'est exactement ça. Tout ce que l'on fait vient de se construire et se fait autour de notre marque. Figaro, elle est extrêmement puissante, elle va bientôt avoir 200 ans. Mais donc, elle a des contours. C'est cette marque elle, qui nous oui. guide. Elle nous donne des droits, mais elle nous donne aussi des devoirs. Il faut qu'on la respecte. Et donc, toute la diversification, tout ce que l'on fait autour, on le fait autour de la marque. C'est aussi pour ça. Oui, mais c'est pas facile de lire de temps en temps. On maintient le quotidien comme la prunelle de nos yeux, parce que le quotidien, il nourrit cette marque. C'est lui qui va être le pilier de cette marque. Et donc c'est notre marque qui nous guide comme un phare. Et donc, tout ce que l'on fait autour de la diversification, ça se fait en fonction, en accord et autour de cette marque. Et très vite, on prenait l'exemple de la billetterie, c'est des billets de théâtre. Voilà, ah ouais. Moi, c'est pas forcément autre chose. Les voyages, etc. Mais tu mesures ton périmètre de marque? Oui, bien sûr. Bien sûr, tu le suis, oui. On le mesure aussi à notre place. On a énormément de retours de nos lecteurs. On a 20 000 commentaires par jour sur notre site. On a à peu près 20 000 sur les réseaux sociaux. 20 000 commentaires par jour. Alors, je ne sais plus combien ça fait par minute, mais je me demande si c'est pas... Ça, c'est pas grave. Je ne sais plus combien. Mais donc, au total, c'est 40 000, à peu près entre 40 et 50 000. Je passe les coups de fil et les courriers sur parchemin. Ben, pas loin. Je plaisante, mais j'en ai quelques-unes. On essaie d'y répondre. Et donc, voilà, il y a un côté gardien du temple aussi, on sait très bien. Absolument. Ouais. Voilà, et on est en contact permanent avec cette audience. Et une des transformations du groupe, ça a été évidemment de mettre le lecteur au cœur de notre offre. Et de notre on a tous dit ça. Non mais c'est vrai, on construit beaucoup autour quand même, beaucoup. De toute façon, ils sont toujours là pour te rappeler. Ah, toujours. Si tu fais un pas de côté qui n'est pas le bon, ils te le disent assez vite. Tu te fais vite. Et puis on fait attention, évidemment. Tu te fais vite ramasser, mais même en interne. Après, nous, c'est des structures où il y a moins de gens. On est quand même plus petit que le Figaro, mais très vite, si tu fais un truc qui ne plaît pas... oui, ça se sent dans la rédac. Les gens viennent te le dire. Je suis assez d'accord. Ce qui concerne le Figaro, on ne se prive pas de nous le dire. Ouais, ils ne sont pas esclaves. Juste... Pour terminer, un conseil aux gens qui sont dans la salle, parce qu'il y a plein de gens dans la salle là. C'est où la salle? C'est où qu'il faut regarder pour la salle. C'est là qu'on regarde pour la salle. Oui, c'est là la salle. Non, moi, ça doit être là parce que c'est là la caméra. Un conseil aux gens qui sont dans la salle sur... en vrai, je sais pas si j'ai vraiment des conseils à donner pour les gens qui sont dans la salle. En termes de monétisation ou de diversification. Un seul truc à penser. Non, mais c'est fait. Faut faire ce qui est cohérent par rapport à ce qu'on fait au quotidien, par rapport à notre métier de base. Même si moi, mon métier de base, j'arrive pas à savoir si c'est de monter des magazines ou de produire des films. Mais l'un dans l'autre, faut que ça soit cohérent. Faut que les deux soient cohérents, quoi. Donc si si c'est cohérent, ça posera pas de. Cette cohérence, elle repose sur toi. En termes de vidéo, de dualité, ou l'ensemble de l'entreprise vit cette dualité? Non, l'ensemble de l'entreprise vit cette dualité. D'accord. Mais c'est obligatoire. Ce qui ne veut pas dire, dire que tout le monde vient sur tous les tournages, c'est pas ça que je dis. Non, mais tout le monde est conscient qu'on tourne des choses, qu'on produit des choses, et là, quand du je rôle parlais économique de tout. Du rôle économique, mais à la limite, le rôle économique, ça, c'est pas vraiment le... Nous, pour le coup, c'est pas vraiment le levier, parce que c'est pas ça qui dicte on fait ou on fait pas. Donc c'est encore autre chose, mais par exemple là tout le monde était très conscient quand je raconte le partenariat qu'on a mis en place avec Fédération et qui grosso modo consiste à imaginer aussi un peu notre rapport à la narration. C'est-à-dire que tout le monde au bureau a été très heureux de se dire ok, en fait on n'est pas juste des journalistes qui écrivons sur du papier. Demain on peut être scénariste. Demain, on peut être narrateur. Voilà. Et donc, c'est quand même une autre façon de réfléchir les choses, de se dire, ok, notre métier, c'est de raconter des histoires, mais on peut les raconter sous différentes formes. L'arrivée des podcasts chez nous, c'est pareil. Au début, ça pouvait paraître quelque chose de très anecdotique, genre on va faire des petits podcasts, etc. Non, en fait, tu te rends compte que c'est devenu un vrai levier et un vrai intérêt pour plein des journalistes de la boîte, parce que c'est les mêmes qui écrivent les papiers, qui font les podcasts et qui demain vont écrire les scénarios. C'est la même personne. En fait, chez vous, c'est la redécouverte de votre métier qui fait au fond la diversification. C'est repousser l'horizon, en fait. C'est repousser l'horizon du métier, je dirais. Ouais, d'accord. À toi. Alors les conseils, d'abord, c'est de regarder jusqu'au bout la presse au futur, parce que le programme a l'air formidable. Bravo, de m'admettre par Xavier. Premier point. Et le deuxième point, c'est plutôt un message d'optimisme en disant qu'effectivement, il faut y croire. Moi, je suis convaincu que quelque part, il y a une bonne partie du chemin qui a été fait. Quand je dis chemin, on va dire des problèmes qui ont été adressés, qui ont été franchis.
Et donc, il faut y croire que les modèles existent. On le voit bien, moi je suis convaincu que les modèles existent. Alors on n'a pas parlé de B2B, mais il y a des modèles formidables dans le B2B. Je connais, oui. Ça tu connais bien, les niches, le modèle des abonnements, le modèle de la diversification, le modèle de la production audiovisuelle, etc. Donc moi je pense qu'il faut y croire et que effectivement le plus dur est derrière nous et qu'on est en train de trouver des modèles, j'espère, qui vont être un peu plus pérennes que les 5 ou 10 dernières années un peu agitées. D'accord. Eh bien, messieurs, merci. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci Xavier. La presse au futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.